Personne n'est parti pendant la pause. On est toujours avec Freddy Bobillier, avec Robin Leblanc et avec Stéphane Rochette sur ce plateau. On va s'occuper maintenant du match 1 entre Zug, le vainqueur de la saison régulière, et Davos, 5e de cette saison régulière. Davos qui allait, après sa victoire dans le match 7, avec beaucoup de confiance, défier Dan Tangnes. Les hommes de Christian Volvend sont sur un nuage après cette victoire dans le match 7 à Rapperswil. Un match qui se jouera sûrement, qui s'est sûrement joué entre les gardiens Giannoni et Eschliman, qui ont fait des saisons régulières exceptionnelles, ceci devant un public conquis pour les Zugois évidemment, qui jouaient à guichet fermé. On commence à la 12e minute avec une occasion et un premier but qui sera immédiatement annulé sur la glace, Robin, pour une obstruction sur le gardien. Ouais, sur le plateau ici, on a été assez unanime. C'était clair que le but allait être refusé. Puis même selon Stéphane, il aurait dû peut-être avoir une punition sur Hoffman sur la séquence. Est-ce que c'est vraiment accidentel? Hoffman force le passage derrière le défenseur dans le demi-cercle du gardien. Non seulement c'est non, parce que si tu dis non pour une obstruction sur le gardien, puis tu ne donnes pas de pénalité, c'est que c'est complètement accidentel. Je veux dire, OK, tu n'as pas fait exprès, tu étais là. Mais là, moi, je pense que c'était accidentellement par exprès. Je pense que si l'arbitre donne 2 minutes pour obstruction, non seulement il annule le but, mais il donne 2 minutes pour obstruction, il n'y a rien à dire, à mon sens. Il s'en est sorti, Grégory Hoffman. Par contre, Zug va se retrouver en powerplay un peu plus tard et Sandro Eschliman va sortir le grand jeu pour mettre un terme à des occasions, à une action de la première unité de powerplay avec Kovar, avec Simeone, avec le Suédois Joos à la baguette. Et en 2 temps, un premier arrêt, il se retourne. Et là, il a fallu aller voir la vidéo, Freddy, pour être sûr que ce puck n'avait pas franchi la ligne. Ouais, là aussi, il a presque été un peu bousculé dans son carré. Mais là, il fait vraiment un grand écart. Et puis, il arrête ça avec... je pense qu'il a eu mal au mollet quand même, parce qu'il arrête ça avec l'arrière de la jambe. Normalement, le gardien s'arrange toujours pour mettre le devant de ses jambes dans la ligne de tir. Et là, il fait vraiment un grand écart désespéré du tout grand Eschliman ce soir, encore une fois. Robin, on voit Grégory Hoffman tenter de jouer un peu l'intox en mettant le bras en l'air avec sa crosse. Ça se fait régulièrement, ça? Ouais, ça, c'est de bonne guerre, on peut dire. Tu dis ça, toi. On avait aussi un Linus Omark du côté de Genève qui s'amusait à frapper les poteaux pour faire croire aux gardiens que le puck était ressorti. C'était un petit peu dans la même veine. Ça fait partie du... on est malin. On va maintenant voir un puck qui finit au fond du filet d'Eschliman. Il y a d'abord les fautes qui amènent le 5 contre 3 puis le 5 contre 4. Canova qui envoie un Zugois dans la bande et puis le tripping faire trébucher de Wellinger. Zug se retrouve à 5 contre 3 et Joos va allumer le poteau et ensuite au moment où Canova revient sur la glace, Joos va trouver la lucarne d'Eschliman sur ce coup-là. Le gardien davosien, Freddy, n'y peut absolument rien. Les 2 lancers, même position, même joueur, même lancer. Même destination, le poteau. Une fois, c'est poteau et ça part vers l'extérieur. Et puis là, on le voit bien depuis l'arrière du but. Le lancer est juste parfait à l'intérieur du poteau, pleine lucarne. Difficile pour Eschliman de parer cela, d'autant plus qu'il y a quand même un joueur Zugois qui est devant lui, qui lui masque la vue. Il fait son maximum. Et on sait qu'un gardien, quand il descend sur les genoux, le défenseur ou l'attaquant, le possesseur du palais, il va chercher un shoot plutôt en l'air, puisque le bas de la cage est couvert par les jambières. Steph, on a vu là 2 fois la même chose à 5 contre 3. Les 3 joueurs davosiens, ils ont vu la première fois, ils ont vu arriver Joos, et puis la deuxième fois, ils n'arrivent quand même pas à le bloquer. On a parlé du 3 contre 5, on en a parlé mercredi un peu avec Gary Sheehan, on n'a pas analysé, mais j'aime pas du tout la façon que Davos joue à 3 contre 5 avec un triangle vraiment classique, comme enfant mosquito, là, qu'on a le premier triangle qu'on explique aux gamins, avec un gars très très haut qui coupe les... tu peux pas jouer comme ça si tu as 2 joueurs en haut. Là. Puis c'est exactement ce qu'on a fait les 2 fois. Les deux gars se sont inversés pour arriver sur leur one-timer. Et il n'y avait absolument personne pour les contrer. Zug va réussir à doubler la mise par Jan Kovar, le capitaine tchèque qui va faire preuve d'une belle patience. Il y a une pénalité, vous le voyez, différée. Et là, Kovar va attendre que le joueur se jette.
Et Freddy, là, je vais t'entendre en tant qu'ancien défenseur. Là. Il se jetait un peu tôt ou c'était le bon moment? Alors, bon jeu de transition, 3 contre 2, là, les Zougois, et puis ils sont pris les Davosiens, on voit. Fin de tir, il se jette, mais il ne doit pas se jeter comme ça. C'est clair, il met beaucoup trop d'élan dans sa façon de se jeter, qui se couche pour essayer de bloquer le lancer. Pourquoi pas? Mais là, sur cet angle-là, on voit très bien Kovar qui attend. Puis une fois qu'on est à plat ventre comme ça, bah, tu peux plus rien faire. Hein. La tête en avant, tu nages et puis tu sors du bassin, puis tu as un peu l'air con, quoi. Parce que c'est un défenseur. Kovar, il a de nouveau, il attend. Et puis, même Lucarne que tout à l'heure, de Jos. Donc, 2 beaux buts pour les Zougois. Le gars qui s'est couché, c'était pas un défenseur. Donc, on lui a jamais montré ça. Ah, possible. Ouais, pas facile. Pour un attaquant, pas facile de jouer défenseur. Hein. Non, c'est un métier, pareil. Tout un métier. Par contre, un défenseur peut jouer attaquant, lui. Facile. Très facile. Oui. On va enchaîner avec Bachhoffner, hein, qui va aller frapper le gardien qui est par terre en passant. Pas fait exprès ou pas tout à fait. Et puis Schliemann qui ne va pas se laisser faire. Il va, au vu du pédigré du bonhomme, aller se faire justice lui-même. Il y a un peu de pénalité là-dessus, Stéphane. Rappelez-vous, ce Bachhoffner, c'est le même Bachhoffner qui a blessé Van Polterberg, ça. Hein? C'est celui Exactement. qui a terminé la saison, puis il va être obligé de se faire opérer, il va être absent 6 mois. Bachhoffner, là, regardez, il va là, il veut reprendre la rondelle, et hop, vous avez vu le coup de canne, là? Coup de canne sur le casque. Et là, regardez, il fait la tortue parce qu'il dit les autres vont sauter dessus. Ouais. Il fait la tortue parce qu'il ne veut pas prendre de coups. Il a fait la tortue déjà bien une fois, lui. Hein? Il fait souvent des petits coups sournois comme ça. Puis après, il fait la tortue, il doit assumer. Puis Schliemann a bien raison d'avoir donné un petit coup, honnêtement. Ouais. Puis il va y avoir un 3e but dans la cage vide par Sven Senteler, qui avait été appelé pour l'équipe de Suisse avant d'être refoulé en raison d'un test positif au Covid. Robin, c'est classique. Hein. Perd le puck, on joue comme il faut, on reste calme. Exactement, mais on en a parlé aussi durant le match plus tôt. La différence dans ce match-là, ça a vraiment été le 5 contre 3 Zug ils ont eu, puis ils ont profité de l'occasion, puis ça a été le tournant du match parce que jusqu'à ce moment-là, il y a Davos qui était pleinement dans le match. Ouais, Steph, quand tu vois là Senteler, j'ai parlé rapidement de Senteler lorsqu'il a été appelé en équipe de Suisse, ça avait un peu fait lever les sourcils à tout le monde. Est-ce qu'il paye un petit peu moi je l'aime bien, ce Senteler. Hein. C'est un joueur qui est donné pas très âgé, bon gabarit, bon patineur. Un joueur qu'on a développé à Zug avec beaucoup de patience. Et puis là, il arrive à maturité. C'est un joueur de rôle. C'est pas un joueur de top 6 en équipe nationale, mais c'est un joueur qui peut t'amener de l'énergie sur une 4e bloc en équipe nationale, peut donner des mises en échec, peut te marquer un but de temps en temps. Il y a plusieurs cordes à son arc. C'est un joueur que j'aime bien. 2e match, ce sera à Davos. Robin, tu connais bien la maison. À quoi est-ce que Zug doit s'attendre en montant dans les Grisons? Davos, c'est toujours c'est une équipe qui démarre les matchs assez rapidement, normalement, qui amène beaucoup de vitesse. Mais avec l'expérience que Zug y ont, je pense qu'ils vont être capables d'aborder ce 2e match. Puis ça va pas être facile quand même pour Davos, cette série-là. Powerplay encore ce soir pour Zug, 2-6, donc ça fait 33 Ils ont baissé leur moyenne en powerplay ce soir, messieurs, parce qu'ils étaient à plus de 40 donc à 33 ce soir, ils baissent leur moyenne. On frise la catastrophe du côté de Zug. On frise la catastrophe. Hoffman qui ne marque pas, ouais, c'est vraiment très difficile. 2-6 ce soir encore en powerplay. 2-6, ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Avec une équipe qui vient de terminer son 7e match. Freddy, on parlait de Davos tout à l'heure, les globules rouges, c'est un mythe? Le jeu en altitude non, ça a son importance. C'est vrai que je pense que le fait de jouer toute l'année à cette altitude pour Davos, ça apporte quelque chose supplémentaire. Après, je ne sais pas si on n'est pas non plus dans la cordillère des Andes avec des altitudes à 5-6 000 mètres. On n'est pas à Mexico. Mexico qui est à quelle altitude? Alors tu me poses une colle complète. Pour une fois que c'est moi qui pose une question. Ah ouais, pas de problème. Je vais chercher ça puis on se retrouve. C'est parce que toi, tu es à d'avance ces questions. Là, tu l'as surpris. Oui, merci David pour cette folle soirée du côté de Fribourg. 3-2 en faveur des Zurich Lions qui font déjà le break dans cette série. Robin, gagner ce premier match sur la route, est-ce que c'est déjà décisif? Décisif, non, mais c'est toujours bien pour la confiance de retourner chez vous. C'est pas comme en Amérique. En Amérique, on joue 2 matchs à la maison, puis après, on en repart. Donc, quand tu perds tes 2 matchs, mais là, le premier match, le perdre à la maison, des fois, ça fait mal. Ben là, l'avantage de la glace, c'est de tourner de côté. Exactement. Mais, bon, voilà, mais c'est juste un match. Hein, il n'y a rien de décisif encore, mais c'est une grosse victoire pour Zurich. Oui, puis quand on voyait cette prolongation, cette première prolongation, on sentait que Zurich, Freddy, mettait la pression, avait plus d'occasions. Est-ce que c'est
peut dire que c'est presque logique ce qui se passe là. C'est la suite logique, oui quand même, ça il faut le reconnaître. Fribourg-Gotteron a paru plus fatigué dans ces overtime. Zurich a mis beaucoup de pression. On a dit 11 lancés à 5, dont 5 à 6, comme le disait Robin tout à l'heure, qui était vraiment, vraiment dangereux. Zurich est monté en puissance dans ce match, a fait tourner tous ses joueurs, tous ses blocs. Et puis à la fin, c'est quand même 2 joueurs de qualité qui prennent une décision, une magnifique passe de Noro et puis le tir de Malguin est imparable pour Bérard. Fribourg-Gotteron peut fatiguer en fin de partie. Stéphane, tu voulais jeter un petit coup d'œil sur ta tablette? On peut le regarder ce but-là ensemble parce qu'on a voir qu'est-ce qui s'est passé un petit peu. Si à ta guise. En régie, on est bon? On y va, c'est parti, go, OK. Regardez bien, là, c'est Noro, défenseur, un revirement, Noro qui va se porter à l'attaque, qui va supporter l'attaque. On va faire un jeu en croisé, on l'a fait contre Bienne, on l'avait analysé pour ceux qui étaient avec nous. On aime beaucoup se croiser du côté de Zurich. Malguin qui va prendre le petit gap qu'on va lui donner, on lui donne un petit mètre à la ligne bleue, il le prend, passe arrière. Et là, regardez, il y a un joueur qui fait son, je pense que c'est Jörg là, qui fait son, je suis pas sûr si c'est Jörg ou Valzer probablement, ouais, vous l'avez mieux que moi à la maison. La Valzer, il y a quelqu'un qui doit prendre Malguin qui coupe au centre. Soit c'est le défenseur, soit c'est Valzer. Mais regardez les deux. Valzer passe, va prendre Noro ici, et puis le défenseur va aussi prendre Noro, ce qui libère Malguin en haut de votre écran, évidemment. Et puis la passe, évidemment, on sait que Noro est un excellent passeur. Elle va passer à travers 2 joueurs, petite passe levée, tac facile, tape to tape, comme on dit, un tir sur réception. Très, très, très bien joué. Petite erreur dans le back-checking, mais c'est difficile quand un joueur rentre dans la zone, coupe au milieu, savoir qui prend qui quand ça se passe vite, mais l'exécution était... On l'a évoqué, la communication, wow. Hein. La communication, elle n'a pas bien fonctionné là entre Ecker et Valzer. Mais peut-être, Brodin, il lui manquait quelques centimètres. Ces quelques centimètres, c'est les 3-4 coups de patin qu'il n'a pas donné en zone neutre également, qu'on n'a pas vu vraiment. Alors, on ne va pas pointer du doigt Brodin, etc., mais c'était un 3 contre 3 clairement entre les 3 attaquants zurichois et les défensifs fribourgeois. Mauvaise communication avec 2 joueurs comme ça. La qualité, on l'a dit, hein, ça ne pardonne pas. L'exécution était parfaite. Avant même que la passe elle parte, on a dit « Elle a vu ». C'est ça, oui, on a vu que c'était... On l'a vu venir. On la voyait venir. Effectivement, je peux confirmer, c'est exactement ce qui s'est passé ici sur le plateau. On va se téléporter un petit peu plus tôt dans la soirée et regarder l'ouverture du score. Elle était zurichoise dans le premier tiers et ça, c'était à la 5e minute. Dennis Hollenstein qui avait réussi à tirer parti d'un long rebond offert par Berra. Robin, on l'a déjà analysé et là... On voit Hollenstein, qualité du tir, aussi de finition, impeccable. Oui, ça avait été une petite erreur de placement de la part de Fribourg. Comme on l'a dit, c'est 2 bonnes équipes qui ont des qualités offensives, puis des petites erreurs comme ça pardonne pas. C'est un très beau lancer d'Hollenstein à l'intérieur du poteau. Ça, c'est un but que le coach ne va pas apprécier, parce que Souter ne suit pas son homme. Ouais. Mauvaise communication avec Führer. Jörg n'est pas dans la ligne de shoot, un long rebond. Il y a eu plusieurs petites erreurs sur cette séquence-là. Et puis, 28 secondes plus tard, sur un rush de Sprunger, une bonne passe de Schmitz et Di Domenico, Freddy, en 2 temps, parce que Weber avait fait l'arrêt en 2 temps qui égalise pour Fribourg. Exactement, Sprunger qui a bien senti le jeu offensif des Zurichois, qui a intercepté cette passe d'Euro vers la défense, est parti directement en contre-attaque. Son espèce de dribble s'est transformé en passe pour Schmidt qui remet directement sur Di Domenico. Et effectivement, Di Domenico en 2 temps avec un joli geste technique pour reprendre ce tir de façon instantanée. Et puis qui est là au rebond, encore une fois. C'était un bon début de match et ils ont bien relancé les actions de Fribourg-Gotteron. On craignait après l'ouverture du score d'Hollenstein que ça péjore un petit peu le jeu fribourgeois, mais ça donnait vraiment, au contraire, ça a galvanisé plutôt les troupes du côté fribourgeois. Oui, Steph, on a un peu l'impression, là, après ce 1-1 qui tombe même pas 30 secondes après l'ouverture du score, Fribourg, pour qui tout est aligné jusqu'à maintenant, ça ne change pas, on s'en sort encore. Ouais, on s'est dit les As sont alignés, ça comment? Ils m'apprennent un mauvais but, on va dire comme ça, tout de suite après ils reviennent, le timing était bon, Di Domenico qui va chercher un truc là, techniquement incroyable. On s'est dit, bon, voilà, ça continue. Après, le match équilibré un petit peu, était un petit peu moins enlevant. La première période a été assez intéressante. À partir de la deuxième période, ça a été un petit peu moins attrayant, je dirais. La deuxième période, c'est une période, c'est celle qui se trouve entre la première et la troisième. Il n'y a pas eu de but. Et puis, on va directement passer en troisième période pour voir le but d'Andrighetto. C'est à peine 45 secondes après le retour sur la glace. Malguin qui trouve la passe parfaite pour son top scorer, Robin. Et puis là,
une finition exceptionnelle à nouveau. Ben là, sur le jeu, il y a eu une petite erreur de Diaz qui a probablement pas vu Hollenstein dans son dos. Et puis, encore une fois, ça a mal tombé parce que c'était Malgin puis Andrighetto qui étaient derrière puis qui ont conclu assez facilement. Il y a eu ensuite plusieurs minutes pour Fribourg qui a tenté plus de revenir dans le match et d'égaliser. Ils y parviennent, les hommes de Christian Dubé. Ceci à la 49e minute avec le premier but des playoffs de Samuel Walser. Freddy, sur un bon travail de Diaz. Ouais, Diaz qui récupère son erreur qui vient d'être détectée tout à l'heure. Et puis là, il profite de l'espace qui lui est donné pour rentrer au but et utiliser son back-end. Difficile pour un gardien d'arrêter le back-end. Weber qui donne un rebond. Et Walser qui est solide devant la cage et prompt à prendre ce rebond justement pour l'égalisation. Une égalisation, somme toute, à ce moment de la partie, méritée pour Fribourg-Gotteron. Et Stéphane, on a vu sur ce but comme sur celui d'avant, des communications qui passent pas ou des plans de jeu qui sont pas tout à fait respectés. Ouais, c'est ça, il y a des habitudes, des trucs qui sont établis, des principes de base qui sont établis. Là, Marty, lui, est parti avec Brodin qui allait remplacer Diaz. C'est Hollenstein qui doit suivre Diaz, mais lui, il a oublié de suivre Diaz. Il a dit Marty, prends-le. Et puis c'est trop tard, évidemment. Ouais. Petite erreur, grosse conséquence. Diaz, tout s'est ouvert devant lui et il a profité de la situation. On se posait la question tout à l'heure lors de l'avant-match, si Malgin jouait blessé, eh bien on en a entendu parler tant et plus de Denis Malgin. Il est passeur sur le but d'Andrighetto et lors de la deuxième prolongation, c'est lui qui va donner la victoire aux ZSC Lions. On le voit amener le puck dans la zone, un relais avec Noro et ensuite la crucifixion de Reto Berra. Aucune chance pour le gardien fribourgeois. Non, il n'y avait vraiment aucune chance. C'est une très belle passe de Noro en entrée de zone. Puis le lancer de Berra, il était en plein dans son déplacement. Donc, il n'y avait pas vraiment grand-chose qu'il pouvait faire sur ce lancer-là. Là aussi, Zurich qui vient gagner à l'extérieur. Quand on se déplace au Hallenstadion, Freddy, dans quel état d'esprit on va à l'extérieur alors que Fribourg n'a jamais été mené dans les séries de quart de finale? Je crois que Fribourg doit juste remémorer qu'elle a été l'équipe une des équipes les plus régulières et du haut de classement tout au long de cette saison, est capable de faire de très belles choses, que ce soit à Zurich, que ce soit à Zug, peu importe l'adversaire, ils ont été capables de battre tout le monde cette année. Là, ils doivent repartir avec l'état d'esprit que le match commence à 0-0. Il y a un point à aller chercher à l'extérieur maintenant pour retrouver la parité et l'avantage de la glace. Donc, de toute façon, si Fribourg veut remporter sa série, il devra gagner au moins une fois à Zurich et pourquoi pas la prochaine. Ce soir, c'est le premier bloc de Zurich qui a fait la différence. Bien sûr, ils ont les 3 buts. Hollenstein, Andrighetto et Malgin, ils sont sur les 3 buts. Chacun. Les meilleurs de Zurich ont été meilleurs que les meilleurs de Fribourg ce soir, est-ce qu'on peut dire comme ça? Oui. La différence, mais Berra a été extraordinaire. Très bon, Weber a fait son job. Honnêtement, c'était le pari de la soirée, mettre Weber dans le but. Mais elle a fait son job. On a pu aligner 5 étrangers. Mais cette ligne-là, ce soir, a fait vraiment fait mal à Fribourg par son exécution. Ouais. On va écouter les réponses de Maxime Noro, passeur décisif en prolongation. Il répond aux questions de David Pietronigro. Maxime Noro, ce soir, il a fallu être patient et lucide pour venir gagner ce match ici à Fribourg. Oui, absolument. Ils ont une bonne attaque. On a fait beaucoup de devoirs sur eux avant la série. On savait à quoi s'attendre. C'est sûr qu'il y a certains moments dans le match qu'on a compté sur Ludo pour faire des grandes arrêts. On savait qu'il était capable. Il l'a fait toute l'année. Alors, on est vraiment content, surtout pour lui, d'être capable de jouer un match et avoir une victoire. Puis, pour nous, c'est juste peut-être de nettoyer un peu le jeu à 5 contre 5. Et puis, on va faire ça demain. On va être prêts dimanche. Vous sortez d'une série en 7 matchs contre Bienne. C'est important de reprendre l'avantage de la glace rapidement contre Fribourg dans cette demi-finale. Oui, je pense qu'on a appris une bonne leçon dans la dernière série de tirer en arrière de 2 matchs. C'était pas l'idéal. Pour nous autres aujourd'hui, c'était vraiment un grand match. Et puis, comme je dis, jouer à la maison dimanche devant les partisans, ils sont vraiment bruyants ces temps-ci. Et puis, on a hâte de retourner sur la glace. Merci Maxime et bonne suite. Merci beaucoup. Voilà, on a appris de la première série de quart de finale contre Bienne du côté zurichois. Et puis maintenant, on va tendre l'oreille pour les réponses de Nathan Marchand. Il est toujours avec David Pietronigro. Nathan Marchand, Fribourg s'incline en tout début de deuxième prolongation ce soir. Votre analyse de cette soirée? Dur à dire, je pense que c'était un bon match de hockey. Les deux équipes, c'était vraiment intense. Il y a beaucoup de bon niveau sur la glace. Voilà, les prolongations, ça nous a souri à la dernière série. Ce soir, ça ne nous sourit pas. On fait une petite erreur de marquage dans ce début de deuxième prolongation qui nous coûte le match.
Le match était assez fermé, assez tactique. C'était une volonté aussi de votre part ou on s'adapte en cours de match? C'est dur à dire, c'est les premiers matchs de chaque série. Peut-être on se regarde un peu dans les yeux et puis ouais, on a vraiment à cœur de remporter ce match, mais voilà, ça n'a pas passé comme ça ce soir. Maintenant, à nous de relever la tête pour le prochain match dimanche à Zurich. C'est vraiment première défaite pour vous à la maison dans ces playoffs. Il faut réagir, comme vous le dites, rapidement pour pouvoir se rassurer parce qu'on sait que la série contre Zurich est indécise. Oui, exactement. C'est l'avantage de jouer tous les 2 jours. On n'a pas trop le temps de tergiverser. Ça va être un gros match là-bas. Ils vont venir fort. Donc voilà, à nous de faire le nécessaire pour aller chercher le 2e point là-bas. Merci. Bonne suite. Merci. Fribourg qui s'incline donc lors de cet acte 1 des demi-finales à domicile contre Zurich après 2 prolongations. Dans l'autre match, c'est Zug qui a pris l'avantage à domicile contre le HC Davos sans encaisser le moindre but. Messieurs, il me reste à vous remercier d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Merci Freddy Bobillier, merci Robin Leblond, merci Stéphane pour tes analyses. Et puis à vous, chez vous, on vous souhaite une excellente fin de soirée, une bonne nuit et on se retrouve dimanche pour la suite de ces demi-finales de National League. Merci encore à toute l'équipe technique. À bientôt. Bye bye.